rebondir sur ton point. Oui, sur quelques mots pour compléter. Je vais faire comme Virginie, je vais me retourner vers mon schéma. Je trouve que c'est un schéma qui est très intéressant, qui remet les choses en perspective. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc, vous voyez l'engrenage et la mécanique qui s'opère, le mariage pour tous, l'adoption pour tous, on y est. Et puis aujourd'hui, les enjeux, c'est la PMA, la mal nommée, et la GPA. Ce que je voudrais vous commenter à travers ce schéma-là, d'abord, c'est rebondir sur le changement, du sens des mots. On a parlé du mariage, et j'ai regardé pas plus tard qu'hier mon dictionnaire. C'est un dictionnaire avec des pages un peu écornées. J'ai regardé le mot famille. Le famille, c'est un Larousse. Le famille, c'est marqué famille, 2 points, le père, la mère, les enfants. Point à la ligne, mot suivant. Les choses sont très claires. Je ne suis pas sûr que dans les versions futures, ce sera aussi clair. Dans le sens des mots, PMA, procréation médicalement assistée en l'absence de père, c'est ce cas-là qui m'intéresse là, c'est le médical. François-Xavier Bellamy, encore lui, j'adore ce type, nous rappelait que le sens de la médecine, la nature même de la médecine, c'est de remettre la nature dans son cours. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un ouvrier qui travaille à la chaîne, s'il se blesse le bras, qui perd la mobilité de son bras, il va voir son chirurgien. Et le chirurgien, par l'usage de la médecine, va lui rendre sa fonctionnalité. Et donc va remettre la nature dans son cours. Il va retrouver la fonction de son bras. Ce même employé, s'il va trouver son chirurgien en disant j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture, il faut que j'augmente mon rendement, s'il vous plaît, greffez-moi un 3e bras. Et bien là, ce n'est plus l'usage de la médecine, parce qu'on ne remet plus la nature dans son cours. Et dans la procréation médicalement assistée sans père, eh bien on est dans ce cas-là, parce que la nature n'a pas donné une fécondité naturelle à 2 femmes ou à 2 hommes. Dans ce schéma, donc on voit l'engrenage. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment cette société de déconstruction avance. À chaque fois, on nous dit, quand on avait le mariage pour tous, à chaque fois on nous a dit, on ne passera jamais à l'étape suivante. Et il le disait. Repassez-vous, regardez, par exemple, Elisabeth Guigou. Elle se vantait d'avoir menti. Elle se vantait en disant, on était obligé de mentir pour obtenir ce nouveau résultat et pour passer au suivant. Et donc pour eux, c'est quelque chose de naturel de mentir. Et ce qui sous-tend tout ça, c'est la mécanique, c'est l'égalité des droits et de la justice sociale. Le mariage est ouvert aux couples hétérosexuels. On est obligé d'employer les mots, je n'ai pas d'autres. Et donc, égalité des droits, justice sociale, on ouvre ces droits aux couples homosexuels. L'adoption, c'était la même chose. La PMA sans père, la nature a donné une fécondité aux couples hétérosexuels. Eh bien, la société, pour la justice sociale, va compenser. Il va donner ce droit, cette possibilité aux couples de femmes et aux couples d'hommes. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, comme d'habitude, on parle de PMA, jamais on fera la GPA. Ils vous le disent tous. Et avec ce principe d'égalité des droits et de justice, eh bien, inévitablement, inexorablement, nous aurons la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Parce que ce qu'on va accorder aux couples de femmes, on sera obligé de l'accorder aux couples d'hommes. Donc, à chaque fois que vous entendrez, on n'ira jamais vers les mères porteuses, c'est un mensonge. Voilà. Est-ce que je vous propose, dans la magie pour tous, on travaille sur les idées, sur la formation, on est aussi dans le concret. Je vais en profiter pour passer le slide suivant. Non, le suivant. Ça, c'est une illustration, un clin d'œil, parce qu'en fait, on trouve des alliés là où on les attendait pas. Des alliés improbables. Charlie Hebdo, qui nous a fait une couverture assez sympathique, et puis qui en a fait une autre, quelques temps après, sur le slide suivant, sur la GPA. La GPA, c'est 2 parents et une esclave. Voilà. Donc,
Les bobos qui peuvent s'offrir un enfant. Nos alliés improbables sur le combat d'un jour. Sur notre action sur le quotidien, on vous propose trois actions. Ça, c'est notre campagne de stickers pour sensibiliser l'opinion publique qui a eu lieu. Il nous en reste, donc ça va continuer en 2018. On vous propose 3 actions pour peser, parce que c'est notre but, de peser sur cette révision de la loi bioéthique. Il faut qu'on fasse nombre et il faut qu'on agisse. On vous propose 3 actions concrètes. La première, c'est de répondre à une grande consultation sur Internet qui a été lancée dans ce cadre-là. Et vous avez les questionnaires qui vous ont été remis. C'est ça, Valérie? Est-ce que tout le monde a son papier? Vous le prendrez, on le mettra sur le coin du bureau, vous le prenez en partant. Vous aurez l'adresse Internet pour aller répondre au questionnaire et vous verrez que les questions sont tout à fait orientées. Et sur Internet, on ne peut pas l'avoir. Hein. On ne peut pas plus l'avoir, on ne peut pas plus répondre. Non mais ce n'est pas notre questionnaire, c'est le questionnaire de consultation nationale. Donc il faudra réessayer, parce que c'est... Et donc les questions sont orientées, donc il faut faire masse. Il faut faire masse pour répondre et pour donner notre avis. Ce qui est important à souligner, c'est dans ce questionnaire, pour 2 hommes, on nous demande si on est pour la procréation médicale assistée pour 2 hommes. Donc, c'est de là, mais le mot n'est pas utilisé. Et voilà, et beaucoup de questions sont orientées. On n'a pas la possibilité de dire non. Il y a quand même des commentaires. Donc il faut... Non, sur quelques questions, ils nous poussent vers des solutions qu'on n'a pas choisies et qu'on n'approuve pas. Qui est-ce qui a fait ce questionnaire? Attends, je vais répondre. Ah bah, il y a une seconde. Le questionnaire dont vous parle, et je vais dans ce sens-là, il faut aller absolument répondre. Il y a des cases qui sont en libre, et donc là, vous dites tout ce que vous avez à dire sur tout ce qu'on vient de vous expliquer. C'est fait par le conseil, les espaces régionaux d'éthique qui dépendent du Conseil consultatif national d'éthique. J'ai appris récemment qu'ils étaient sous le contrôle du SIG, le service d'information du Premier ministre. Voilà, donc il n'y a aucune autonomie, aucune, vous m'entendez. J'ai dîné hier avec une jeune femme du ministère de la Santé qui m'a dit, Virginie, la loi est écrite, vous aurez la PMA. Voilà, c'est tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire contrepoids au niveau du terrain. Donc voilà, vous avez la manif, vous ferez mes petites propositions à moi après, mais nous devons tous faire ça et rassembler au plus loin autour de vous. La deuxième action que nous vous proposons, c'est de participer au débat citoyen. Et c'est voilà, je vous ai mis les villes et les dates. Donc c'est pareil, c'est toujours organisé par les états généraux de la bioéthique. Donc c'est pas des débats organisés par la Manif pour tous, c'est vraiment national. Donc pareil, il faut participer, il faut y aller, il faut poser des questions. Et vous verrez que les débats, les orateurs sont choisis. Hein, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de têtes pensantes de la Manif pour tous qui participent. Mais il faut être dans les salles, il faut réagir, il faut poser des questions. Donc vous avez, allez sur Internet, tout est marqué, mais vous avez des villes et des dates. Nantes, le 20 janvier, Angers, le mardi 30 janvier, il faut y être. À nouveau à Nantes, le 21 février sur un autre thème, au Mans et à Paris, parce qu'il y a il y a des personnes qui viennent de Paris ce soir. Un truc de dingue, à Sauguerie les bains de pied. Et le troisième slide, il faut faire action, parce que les médecins vont être des contributeurs involontaires à ce changement de société. Il faut leur demander de signer une pétition. Donc vous avez tous les éléments ici et les éléments sur votre papier. Là c'est pareil, vous aurez les éléments en allant sur le site de la Manif pour tous. On a aussi le week-end du 20-21 janvier notre convention nationale des régions. Ça a lieu à Paris. Ce sont des jours qu'on a quelquefois dans l'année, des jours de formation.
il y a des orateurs de grande qualité, il y a des débats qui sont très intéressants. Ce sont des lieux, là, qui sont organisés par l'Inventi for Tous, c'est des lieux où on peut se former. Et il faut vraiment en profiter. Si vous avez l'occasion, et si vous voulez passer un week-end à Paris, le week-end du 21 janvier, et vous avez toutes les informations sur le site de la Manif for Tous. Merci Gaëtan, voilà des mesures concrètes, donc participer au débat citoyen, se former, c'est extrêmement important. On vient de nous dire que la loi était déjà écrite. La loi était déjà écrite, Guillaume. Vous parliez tout à l'heure que vous connaissez bien le monde politique. Une loi est déjà écrite, est-il possible de l'empêcher de passer, ou est-ce que toute action est vaine? Le premier principe, c'est que les batailles qu'on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne livre pas. Donc là, le PABA, c'est ça. Moi, j'ai suivi d'assez près, comme collaborateur du président du groupe UMP, pour ne pas le balancer, le malheureux, du groupe UMP du Sénat. J'étais donc aux premières loges pour la dernière révision des lois bioéthiques. Ce que je peux dire, à l'époque, nous étions beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Hein, le monde catho-pro-vie était très, très faible. Mais à cette époque-là, déjà, pour vous situer les idées, on était en 2011, c'est-à-dire un an, comme vous aurez remarqué, avant l'élection de 2012. Et je me souviens très bien que Gaudin donc, était revenu au Sénat en me disant qu'il faut absolument qu'on essaye d'éviter la recherche à l'embryon. Comme Gaudin n'était pas réputé pour être un grand militant pro-vie, je le regarde un peu surpris. Et donc évidemment, moi je me battais depuis un moment contre la recherche à l'embryon sur la loi bioéthique, mais je suis un peu surpris de découvrir que tout d'un coup il se réveille là-dessus. Et il me dit, oui, Nicolas veut que le groupe UMP du Sénat s'oppose à la recherche à l'embryon. Je dis, ah bon, mais donc Nicolas étant évidemment Nicolas Sarkozy. Je dis, mais pourquoi? Enfin, c'est bizarre, on n'a pas entendu dire que Nicolas Sarkozy soit un grand militant pro-vie non plus. Et il me dit, tu comprends, il pense que ça lui fait perdre 200 000 voix. Et je voudrais attirer, chers amis, votre attention très, très, très précisément et très pesamment sur le fait que même si nous n'étions que 200 000, nous sommes plus que ça maintenant, à mon avis on est 5 fois plus aujourd'hui, mais même si nous n'étions que 200 000 personnes, ça empêche de gagner. Je rappelle pour mémoire, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, en 2002, Lionel Jospin devait gagner triomphalement la présidentielle avec 54%, c'était écrit, les sondages, là aussi c'était écrit. Il a loupé le deuxième tour à 196 000 voix. 200 000 voix, c'est plus. Donc les cathos pro-vie, nous sommes minoritaires, je l'entends bien, d'accord. Nous faisons l'histoire, les minorités actives font l'histoire. Donc je voudrais insister lourdement sur le fait que c'est pas parce qu'on vous dit tout le monde veut, la loi est déjà écrite, c'est pas la peine de bouger. Si, c'est au contraire le moment de bouger, parce que alors il y a deux choses. La première, c'est que la PMA ou la fabrication d'orphelins délibérément de pères, c'est pas fait. Mais surtout, si vous ne bougez pas, on aura dans la foulée, et peut-être dès cette loi de bioéthique, l'euthanasie, l'embryon à 3 ADN, là aussi ça fait partie des trucs qui sont dans les tuyaux, si je puis dire, mais il faut au strict minimum bouger pour éviter la suite, et pour préparer des victoires à venir. Parce que si on ne bouge pas aujourd'hui, évidemment, il n'y a aucune raison qu'on bouge dans 2 ans pour la GPA, dans 5 ans pour le mariage avec un robot, et dans 10 ans pour le mariage avec sa machine à coudre. Donc, alors donc, ça, déjà, ça nous rassure. On voit bien que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des millions que nous ne pouvons pas gagner. C'est déjà un premier point. Le deuxième, ça veut dire qu'il faut prendre conscience de notre responsabilité politique également quand on vote. Un vote implique une responsabilité. Et il faut en avoir conscience. Bon, ça, c'est important. Alors, moi, quand j'entends tout ça, je me dis, quelque part, il y a quand même des divergences entre vous, mais vous êtes là autour de la même table. Il faudrait une union sacrée. Il faut stopper les divisions entre défenseurs de la filiation biologique. Il faut stopper cela. Il n'y a pas des cathos de gauche, des cathos de droite, des cathos... Il faut stopper ça. En face de nous, nous avons le diviseur. C'est lui notre ennemi.
Et la seule solution pour s'en sortir, c'est cette union sacrée, et le lien entre nous doit être la charité. Je vais passer la parole à Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, je crois que c'est mieux que ce soit vous, si je... Merci. Alors, effectivement, c'est bien, on a vu ce que nous avions tous en commun, et les propositions qui sont, effectivement, pardon, et les propositions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je voudrais ajouter deux choses. Je ne parle pas aux mêmes personnes que Guillaume ou que notre ami Gaëtan et que certains d'entre vous. Je me déplace sur les périphéries. Et là, je vais prendre à témoin, pour témoin, quelqu'un que vous connaissez. Je sais qu'il ne fait pas non plus l'unanimité, mais je suis catholique. Donc, je le suis. Et c'est le pape. Le pape François m'a reçu. J'ai été reçu il y a 2 ans, le 29 février 2016, à la messe privée, avec mes enfants. Nous avons prié. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le Saint-Père, après avoir dit la messe, on est une 30aine de personnes à peu près à la maison Sainte-Marthe, on nous a dit, vous attendez un petit peu, parce qu'après il salue tout le monde, vous savez, puis il y a les photographes, tout ça, d'où voilà, regardez les photos là. Bien. Eh bien, alors on va me dire, il bénit tout le monde quand il reçoit, mais il faut déjà être reçu, bien sûr, ça c'est quand même une réception. Bien. Mais le plus impressionnant, c'est que le Saint-Père était en train de préparer le 2e synode duquel est sortie l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Amoris Laetitia est aussi une énorme mutation dans la pastorale de l'Église, sans changer le dogme de l'Église, je parle sous le contrôle de monsieur le curé, parce que le Saint-Père demande que nous ne condamnions plus en première intention les formes de famille irrégulières. C'est extrêmement important, c'est la miséricorde. Il faut de la charité si nous voulons aller parler à ces gens pour leur expliquer qu'ils sont en train de disparaître. Vous comprenez? Et j'avais la chance, j'ai la chance d'être en liaison très étroite. Quand je vous dis très étroite, c'est vraiment par téléphone, texto, mail, quasiment voilà, quotidiennement, avec un évêque qui est aussi un peu, pas forcément toujours très bien reçu dans les milieux pro-vie, qui s'appelle Jean-Paul Lescaut, qui est l'évêque d'Oran, qui a préfacé mon livre. Donc il y a quand même un évêque qui est là, à côté de moi. Et cet évêque m'a dit, tu vas voir, oui je termine juste, donc à la fin de la messe on attend, je me retourne, le pape était assis là, il priait. Mais c'était dingue, vous voyez, le pape. Et puis après, bon, il y a le truc plus protocolaire, et là j'avais préparé la question, préparé. Il m'a dit, tu as 2 minutes, tu as le Saint-Père en face de toi, et vous êtes seul au monde. Tu lui poses la question que tu veux. Et cette question, c'était celle-là. Très Saint-Père, ai-je votre bénédiction pour poursuivre en France ma mission de changer le mariage homosexuel, hein, mon mariage, en une union civile sans changement de filiation? Et là, je pensais que ma vie allait s'arrêter ou repartir. Parce qu'en France, je ne pouvais pas le dire. Eh bien, il m'a ouvert les bras avec un grand sourire et m'a dit « Ma claro que si !» Bien sûr que oui. Sauf que c'était à Rome. Et qu'ici, c'est beaucoup plus compliqué. Et qu'il va falloir trouver, non pas un compromis, car vous n'avez pas à négocier votre vérité, je suis bien d'accord, mais à trouver une façon d'avancer ensemble. Il s'avère que dans Amoris Laetitia, le Saint-Père donc dit il y a des formes de protection dans des formes de famille qui ne sont pas le mariage. Bon, voilà. Moi, je vais aller parler à des gens qui vivent dans ces formes-là. Et je vais leur dire votre enfant doit connaître son père et sa mère biologiques. Comprenez-le. Et la dernière surprise, si j'ose dire, du chef, c'est que le 6 septembre dernier, on apprend que le Saint-Père a donné des interviews à Dominique Volton, qui avait fait partie du Conseil consultatif national d'éthique, et qui a 5 pages sur ce que dit le pape à la politique et à la société. Attention, hein, pas au dogme et à l'Église, pas à la congrégation pour la doctrine de la foi. Où il dit
Il y a aussi une différence entre modernité et mondanité. Il ne faut pas confondre non plus l'évolution de la tradition, la compréhension pastorale, avec la confusion sur la nature des choses. Que penser du mariage des personnes du même sexe? Personne ne lui avait posé la question, il est venu tout seul dessus. Depuis toujours, dans l'humanité, et non pas seulement dans l'Église, c'est un homme et une femme. On ne peut pas changer cela comme ça, à la belle étoile. Dominique Volton, à la belle étoile, mais vous parlez français. Eh bien oui, il parle français et il m'avait comprise quand j'ai posé ma question. Oui, parce qu'on me dit, il n'a rien compris de ce que tu lui as dit. Si. On ne peut pas changer ça, c'est la nature des choses, elles sont comme ça. Appelons donc cela les unions civiles. Il le dit. Ne plaisantons pas avec les vérités. Ça c'est pour vous. Il est vrai que derrière cela, il y a l'idéologie du genre. Il y en a 3 pages, d'accord? Et je termine. Écoutez bien.